l'occupation du moyen Congo à la République du Congo. Et donc, tous ici, on peut se poser la question de savoir pourquoi Brazzaville? Pourquoi choisir Brazzaville? Pourquoi aller à Brazzaville? Pour le général de Gaulle, c'était évident. Brazzaville était une zone stratégique, une base arrière qui comptait en tant que capitale de l'AF, capitale de la France libre. Et c'est aussi à Brazzaville qu'il va trouver d'ailleurs un meilleur accueil, notamment à partir du 8 octobre 1940, date à laquelle, après l'appel de Londres, il entreprend ce voyage-là, où il est reçu pratiquement de façon triomphale. Dès son arrivée à Brazzaville, le 24 octobre 1940, avant de déclarer Brazzaville capitale de la France libre, il va poser un certain nombre d'actes politiques. Parmi ces actes politiques, figure en place ce que l'ambassadeur a dit, à savoir la création de l'ordre de la libération du 16 novembre, qui était destiné à récompenser les personnes, les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l'œuvre de la libération de la France et son empire. Alors, son appel diffusé sur les ondes de Radio Brazzaville va retentir, et Madame l'ambassadeur, vous avez bien fait, Madame l'ambassadeur, de rappeler aussi que finalement c'était pas la Brazzaville qui avait aussi cette possibilité que lui avait été offerte par Léopoldville, donc pour qu'il puisse passer un message très important, parce que le nombre effectivement de soldats n'était pas aussi important que cette guerre progressivement devrait être la guerre des Africains. Et donc comment Brazzaville est-elle devenue cette capitale de la France libre? Le général de Gaulle le savait, mais cette ville, pour lui, va devenir une importante base arrière, puisque le recrutement de 16 000 hommes, qui étaient pratiquement des Gabonais, des Centrafricains, des Tchadiens, et quand on voit des symboles forts comme la case de De Gaulle, qui devient le quartier général des armées, puisque la case de De Gaulle, actuellement, c'est la résidence de l'ambassadeur de France au Congo. On trouvait notamment des services comme des services d'intendance de l'Afrique française libre, une école militaire, d'ailleurs l'école générale d'armée qui avait été créée en 1941. Ils sont installés. On avait comme ça un certain nombre de symboles qui sont des marqueurs forts de cette France libre. Et donc officiellement, Brazzaville devient cette capitale de la France libre le 28 août 1940 et De Gaulle y crée de façon officielle le Conseil de défense et de l'Empire. Ce Conseil de défense et de l'Empire, on pourrait l'imaginer aujourd'hui comme un gouvernement de guerre, un gouvernement où on bâtit un certain nombre de stratégies pour que l'Allemagne nazie puisse quitter la France et que la France puisse être libérée. Et donc tout ceci se fait à travers un texte fort qui est le manifeste de Brazzaville. En fait, le manifeste de Brazzaville, c'est simplement cet appel de Brazzaville, cet appel au ralliement d'un certain nombre de soldats africains qui vont, à partir de cet appel-là, venir rejoindre les troupes françaises pour mettre hors d'état de nuire l'Allemagne nazie qui avait pris déjà de l'ampleur ici en France. Que dit ce texte, le manifeste de Brazzaville? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps qu'il nous faut pour se rappeler des concepts forts de ce manifeste-là. Le manifeste commence par une phrase. La France traverse la plus terrible crise de son histoire. Ses frontières, son empire, jusqu'à son âme sont menacées de destruction. C'est très fort. C'est donc à une panique inexcusable. Les dirigeants de rencontre ont accepté et subissent la loi de l'ennemi. Cependant, d'innombrables preuves montrent que le peuple et l'empire n'acceptent pas l'horrible servitude. C'est fort, ça. Des milliers de Français ou des sujets français ont décidé de continuer la guerre jusqu'à la libération. Et des millions d'autres n'attendent pour le faire que de trouver des chefs dignes de ce nom. En référence aux chefs qui avaient trahi, notamment Pétain. Or, il n'existe plus de gouvernement proprement français. On
Vichy et qui prétend porter ce nom est inconstitutionnel et soumis à l'envahisseur. Dans son état de servitude, cet organisme ne peut et n'est en effet qu'un instrument utilisé par les ennemis de la France contre l'honneur et l'intérêt du pays. Il faut donc qu'un pouvoir nouveau assume la charge de diriger l'effort français dans la guerre. Et les événements m'imposent ce devoir sacré. Je n'y faillirai pas. J'exercerai mes pouvoirs au nom de la France et uniquement pour la défendre. Et je prends l'engagement solennel de rendre compte de mes actes aux représentants du peuple français dès qu'il lui aura été possible d'en désigner librement. Pour m'assister dans ma tâche, je constitue à la date d'aujourd'hui, donc le 27 octobre, un conseil de défense et d'empire. Et ce conseil est composé d'hommes qui exercent déjà leur autorité sur des terres françaises et qui synthétisent les plus hautes valeurs intellectuelles et morales de la nation et représentent auprès de moi le pays et l'empire qui se battent pour leur existence. J'appelle à la guerre, c'est-à-dire au combat et au sacrifice, tous les hommes et toutes les femmes des terres françaises qui sont ralliés à moi. En union avec nos alliés, qui proclament leur volonté de contribuer à restaurer l'indépendance et la grandeur de la France, il s'agit de défendre contre l'ennemi, contre ses auxiliaires, la partie du patrimoine national que nous détenons et d'attaquer l'ennemi partout où cela sera possible et de mettre en œuvre toutes les ressources militaires, économiques, morales, de maintenir l'ordre public, de faire régner la justice. Cette grande tâche, nous l'accomplirons pour la France dans la conscience de bien la servir et dans la certitude de vaincre. Et effectivement, la France fut libérée grâce à cet apport, qui est l'apport de ces soldats, finalement de l'AEF, mais bien au-delà de toute l'Afrique, et qui sont venus de façon tout à fait volontaire. Ils n'étaient pas du tout obligés, ils sont venus de façon volontaire pour éteindre ce feu et participer à cette libération de la France. On se rend bien compte qu'une fois que la libération acquise, eh bien, le propriétaire a fermé à double clé sa maison. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve ici ce soir pour voir comment nous pouvons capitaliser ces relations franco-congolaises et même ces relations franco-africaines à l'aune de cette partie de la mémoire partagée et assumée entre la France et le Congo d'une part, mais aussi entre la France et toute l'Afrique de l'autre. Quels enjeux donc les relations France-Congo et France-Afrique? Quand on analyse très bien, que ce soit du point de vue géopolitique ou stratégique, ces relations, on les connaît, je ne vous apprends rien. Ces relations sont toujours des relations de dominant à dominé. Car la survivance du pacte colonial est toujours présente en dépit des espaces comme la francophonie. Je pensais par exemple que l'avenir de cette belle langue qui d'après le président Macron, va se jouer dans une certaine partie de l'Afrique. Madame l'ambassadrice, monsieur l'ambassadeur, de cette partie de l'Afrique, j'étais très content que le président nous révèle cette partie de l'Afrique qui parlait à l'époque du bassin du Congo. L'avenir de la langue française va se jouer à partir du bassin du Congo. Car quand on voit l'évolution de nos peuples dans une ville comme Kinshasa qui a plus de 12 millions d'habitants, et bien demain en 2050, ce sont ces locuteurs africains qui sauveront la langue française. Et bien pour que ces relations se normalisent, à mon point de vue, l'Afrique et la France doivent se regarder en face pour revisiter leur histoire commune, bien qu'elle soit douloureuse. Nous menons ce combat avec le maire de Vaca, et je salue d'ailleurs le député, parce que notre première rencontre ici à l'Assemblée nationale a été portée essentiellement sur ce combat. Je disais au député ce qui suit: Monsieur le député, merci de faire l'honneur de me recevoir. Mais après le passage de Christian Taubira, je me suis rendu compte qu'au niveau des lois, aucune
qu'ensemble, on puisse voir ce qu'on peut faire sur cette belle page de l'histoire franco-congolaise et de l'histoire franco-africaine. Et j'ai eu effectivement une oreille attentive de la part du député Carlos Guerrero, qui j'avais aussi parlé de ce que nous faisions à l'époque à Berquin. Il est venu d'ailleurs à Berquin. J'étais très surpris que tout ce qu'on avait scellé ensemble puisse être quelque part un tout petit peu terni par des propos qui se sont tenus ici dans l'hémicycle. La phrase que j'en ai retenue, c'est qu'il retourne en Afrique. C'était presque une insulte lancée aussi bien aux Africains que nous sommes, mais aussi aux enfants qui sont nés ici, qui sont français et à qui nous demandons de se réapproprier cette partie de l'histoire. Au fond, le retour en Afrique, c'est un peu ce qui s'est passé avec cette histoire de Brazzaville, capitale de la France. C'est-à-dire que maintenant que vous êtes venus combattre ici, vous pouvez donc retourner en Afrique. C'est bien cette interprétation-là qu'on peut aujourd'hui faire de cette phrase, de ces propos d'un député dans l'hémicycle, et ce qui nous a aussi profondément choqués. Et donc, avec Berquin, nous avons, pour la première fois de l'histoire de la France, érigé une stèle, qui est finalement la stèle des soldats africains. C'est un combat que nous avons mené avec l'appui de l'ambassadeur, parce que le Congo a contribué aussi de façon financière à l'érection de cette stèle. Et quand le président de la République nous avait reçus, nous lui avons présenté la situation comme étant une stèle aussi qui réhabilite un peu la mémoire de tous ces soldats partis de Brazzaville, mais qui venaient de toute l'Afrique entière. Cette stèle est donc dédiée au sacrifice de ces soldats africains qui se souviennent encore que Brazzaville fut la capitale de la France libre sous le général de Gaulle qui est né à Lille. Dans les jours à venir, je vais visiter cette maison du général de Gaulle à Lille pour comprendre un peu ce qui se fait là-bas. Le second enjeu est celui que partageait également le professeur Ngongala, paix à son âme, qui nous interpellait sur la nécessité de mettre en place une francophonie en acte. C'est-à-dire que la francophonie des salons, c'est bien, mais c'est contre-productif dans la mesure où l'avenir de la langue française doit se jouer dans le bassin du Congo, au sein de cette partie-là qui rassemble, qui fait qu'effectivement, demain même, en respirant l'air pur avec les tourrières, c'est bien là-bas qu'on ira rechercher cette ressource-là, avec le changement climatique. Et donc, pour la première fois, cette scène est érigée à Berquin, souvenir de Brazzaville, capitale de la France libre. C'était donc en 2019 que nous l'avons inauguré avec l'appui d'un certain nombre de pays qui ont adhéré à tout ce qui se fait. Et ce qui nous amène effectivement à réfléchir dès ce soir sur un certain nombre de propositions qui sont des perspectives que nous allons développer dans notre feuille de route.